façon, si on Chloé. revient sur je dirais le parcours dans sa globalité, Chloé jusqu'à l'âge d'un an et demi, enfin on en avait parlé, elle avait un développement qui était normal, Oui. avec la particularité qu'elle avait passé une partie de sa première année au Brésil, dans un bain linguistique portugais, et puis donc quand on est revenu ici avec ma compagne, donc jusqu'à l'âge d'un an et demi, développement normal. Oui. Et on a commencé à se poser des questions, quand on approchait les 2 ans, il y avait... Alors à l'époque, moi j'avais pas du tout forcément le recul qu'on a maintenant, je connaissais pas grand chose mal l'autisme, hein, si ce n'est ce qu'on peut apercevoir au travers de reportages, mais bon, c'est toujours succinct, on rentre pas dans les détails, ou au travers de films ou de séries, mais c'est vrai qu'elle commençait par exemple à tourner sur elle-même, ça c'était, je pense, sa première stéréotypie. Oui. À l'époque, comme elle avait 2 ans, moi je m'étais dit, tiens, est-ce que c'est parce qu'en fait elle découvre les sensations, elle a 2 ans, c'est ça, voilà, elle découvre son corps, entre guillemets, et je ne pensais pas ce que je ne savais pas à cette époque-là, même si elle avait un peu interpellé de la voir tourner comme ça régulièrement sur elle-même. Il y avait quelques signes, mais qui n'étaient pas forcément Commencer à avoir des flappings aussi. Et on a l'impression qu'elle régressait un peu aussi sur la progression au niveau linguistique. C'est-à-dire que là où elle a commencé à avoir plus de vocabulaire, on a l'impression que c'était un peu moins le cas. Oui. On avait aussi l'impression... En fait, elle n'a jamais eu un dialogue, forcément. Non, c'était trop tôt... Enfin, à l'époque, c'était trop jeune, mais il y avait quand même des mots de vocabulaire, quelque chose d'assez normal pour son âge. On voyait aussi que, par exemple, au quotidien, tout ce qui était l'alimentation, puisqu'elle commençait à utiliser couteaux et fourchettes, elle commençait aussi à régresser un peu là-dessus. Donc, on voyait quelques signes comme ça qui les interpellaient. Et puis donc, à un moment donné, on a fait un bilan avec la pédiatre. Donc, elle nous a soumis un questionnaire. Alors, je ne me souviens plus du nom exact, mais les questionnaires classiques qui existent en la matière. Elle nous a posé toute une série de questions. Ce n'était pas forcément évident parce que pour certaines questions, la réponse binaire oui-non n'était pas évidente. Des fois, c'était de des questions comme est-ce qu'elle répond à son prénom, par exemple, etc. En fait, elle ne répondait pas, hein, mais... Alors en même temps, moi, j'ai l'impression que quand je m'adressais à elle, quand même, des fois, elle se retournait. Enfin, c'était pas évident pour nous à l'époque mais ma compagne a eu des doutes plus tôt que moi concernant l'autisme de Chloé. On a trouvé une place pour une semaine, une journée par semaine. Et après, bon, parce que malheureusement, avant, on n'a pas eu l'opportunité, comme j'avais avec ma grande, par exemple, de l'amener au cours de récréation et voir comment elle s'intéresse, comment c'est l'interaction avec les autres enfants. Et après qu'elle rentrait dans une structure, dans une crèche, même si c'est une journée par semaine, la crèche commençait à se demander, parce qu'elle ne jouait pas avec les enfants, elle a commencé à avoir des crises. Bon, ils ont... Parce qu'en fait, c'était ses premières interactions avec des enfants autres que sa demi-sœur. Donc des enfants de son âge, des bébés, des tout petits. Et effectivement, rapidement, le personnel de la crèche a joué son rôle. C'est-à-dire qu'ils nous ont alertés, ils ont dit voilà, sachez qu'en tout cas, votre fille, lorsqu'elle est frustrée visuellement, elle peut donner des coups de tête. Alors, donc ça, c'était les premiers signes du coup de violence, si je puis dire, d'agressivité de sa part. Et donc, elles ont signé qu'elle ne répondait pas à son prénom, qu'elle n'interagissait pas avec les autres enfants. Donc, évidemment, elles n'ont pas écrit le mot autisme parce que, entre guillemets, considéraient que ce n'était pas de leur ressort, mais on a vite compris au travers des commentaires qu'elles se posaient la question. Il y avait aussi le retard de langage. Mais pour nous, bon, tout d'abord, en fait, comme nous sommes dans une famille bilingue, même trilingue, on s'est posé les questions qui parfois, dans ces contextes-là, l'enfant peut avoir de retard. Un retard linguistique. En fait, la première personne qui a dit quelque chose, qui a signalé quelque chose d'autisme, c'était ma mère à un moment donné. Elle avait un an et demi. Ma mère m'a demandé à un moment donné, Tatiana, mais tu ne trouves pas que Chloé peut être
autiste et malheureusement je connaissais pas l'autisme et j'étais trop réfractaire par rapport à ça aussi. Les grands-mères en fait Oui. ont eu un mauvais sentiment un jour où en fait notre fille leur a donné l'impression de ne pas les regarder, mais que leur regard les transperçait, le regarder au lointain, qu'elle avait l'air d'être ailleurs. Alors c'est vrai que ce sont les grands-mères qui ont eu un premier pressentiment, mais après vraiment les manifestations, les retours de personnes extérieures à la famille, c'était à la crèche, donc après le rendez-vous avec la pédiatre pour ses 3 ans, grosso modo, enfin le second, parce qu'il y a un premier, on a fait le questionnaire, puis après on est revenu du coup quand on a vu l'évolution, aux 3 ans, et là donc on a parlé. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait la pédiatre a fait des démarches pour inscrire Chloé sur la plateforme du CAMS. Et puis donc ensuite on est parti dans ces circuits-là avec tous les bilans, sachant que ma compagne avait pris les devants, avait commencé à se renseigner, faire des bilans donc avec une orthophoniste. Ah oui, alors on a commencé déjà à chercher des professionnels, alors sachant qu'on n'a pas besoin d'attendre le diagnostic, on a commencé à chercher déjà d'aide. On a trouvé, c'est pas facile parce qu'il y a toujours la manque de professionnels, les longues listes d'attente, mais heureusement on a trouvé un orthophoniste et on a contacté le papillon blanc, qui on a obtenu un rendez-vous justement pour vérifier si ça peut être pris en charge déjà, même si on n'a pas encore une décision après un DPH. Voilà, en fait, c'est vraiment un parcours administratif pas facile et pas évident le début, mais en même, je pense qu'on a réussi d'obtenir heureusement une place. En sorte de conclusion, ben, en tout cas, moi, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner à des parents qui ont des doutes déjà par rapport à leur enfant, qui constatent des choses qui leur semblent anormales, c'est parlez-en à votre pédiatre. Ça, c'est le premier conseil, si je puis dire, ne pas attendre sur les doutes, quitte à se tromper, parce que peut-être qu'on surinterprète quelque chose, mais en tout cas, vraiment prendre contact rapidement avec le pédiatre pour en parler. Et se faire accompagner, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, parce que, honnêtement, sans l'aide de l'association Les Papillons Blancs, je pense que ça aurait été vraiment très très difficile de faire face à tout cela seul. L'aide, franchement, de l'association Les Papillons Blancs, elle est vraiment précieuse pour nous. Ça nous a beaucoup apporté, notamment la prise en charge à l'école, parce que ma compagne au début était seule. Donc ça aussi, c'est le deuxième conseil, c'est tâcher de se faire accompagner, de se faire aider, de ne pas rester seul face à la situation. Et bon, aujourd'hui, avec Internet, avec toute l'information, je pense que c'est important aussi. Moi, qu'est-ce que je fais? Je cherche toujours à trouver d'expérience avec les autres parents. Et une chose que je peux constater depuis le début, que les autres que j'ai vus, j'accompagne le profil parfois de gens qui partagent leur quotidien avec les enfants autistes. Et parfois, on peut trouver aussi des similarités. Différences, bien sûr, chaque autiste est différent, mais il y a beaucoup de similarités aussi. Et une chose que j'ai appris, c'est de ne pas attendre le diagnostic, parce que c'est pas une maladie qu'on a un diagnostic et qu'on va commencer à traiter moi après. C'est pas comme ça. En fait, il faut déjà chercher des traitements pendant le procès du diagnostic. Et c'est ça c'est un conseil aussi. Bien sûr que c'est compliqué justement de détecter les signes, mais que soit toujours attentif et déjà chercher l'aide des professionnels, chercher les pédiatres, toujours questionner, ne pas attendre par exemple s'il y a quelques retards de langage. Voilà, déjà questionner pourquoi et chercher des traitements si c'est nécessaire. Et toujours chercher, parce qu'on peut aussi trouver des stratégies avec les autres parents qui ont parfois des mêmes problèmes. Bon, bien sûr que c'est pas évident, parce que tous les enfants ne sont pas pareils, bien sûr, mais parfois il y a des stratégies que ça peut fonctionner avec notre enfant aussi. C'est pour ça que c'est toujours important d'échanger. Ça, c'est important.